À la une de l'actualité, la deuxième édition de la grande veillée de prière dénommée Marathon de prière organisée par la chaîne Béni TV s'est déroulée le vendredi 9 décembre. Le peuple du centre missionnaire Rehoboth de Cocody-en-Gré a vécu deux événements heureux le samedi 17 décembre 2016. Il s'agissait de la reconnaissance du ministère de son pasteur principal, la révérende Sampa Rosalie. En Afrique, les résolutions du sommet de la CEDEAO. Au Cameroun, la classe politique se prononce sur la crise anglophone. Terminons en sport en Côte d'Ivoire, Serge Aurier, meilleur joueur ivoirien de l'année. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de rester toujours fidèles avec Blessing Channel. Débutons ce journal avec l'actualité religieuse. La deuxième édition de la grande veillée de prière dénommée le Marathon de prière organisé par Béni TV s'est déroulée le vendredi 9 décembre 2016 au foyer des jeunes de Bingerville. Près de 4000 personnes ont expérimenté la puissance de Dieu lors de ce moment de restauration. Un compte rendu signé Christian Brio. Le vendredi 9 décembre 2016, la deuxième édition du grand marathon de prière a rassemblé une immense foule du côté de la ville de Bingerville. L'événement ecclésiastique majeur de cette fin d'année initié par Béni TV pour crier à l'Éternel. Venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire pour prendre part à ce grand rassemblement annuel, ce sont en moyenne 4000 personnes qui ont répondu nombreux à cet appel. Le pasteur Sylvain Manté de l'église évangélique de la Bénédiction a spirituellement nourri le peuple avec un message bien distillé et venu à point nommé. Ce qui les intéressait, c'est aujourd'hui, Seigneur, ma voiture. Aujourd'hui, Seigneur, ma villa. Aujourd'hui, Seigneur, ma guérison. Aujourd'hui, Seigneur, mon ceci. Aujourd'hui, Seigneur, mon cela. On dit qu'il ne se doutait de rien. Et ce qui est arrivé dans ce temps-là va arriver encore. Je dis, pense à demain. Ces mêmes personnes, ces mêmes hommes, ils ont fêté les mariages, fêté la maison, fêté les voitures. Ils étaient dans la joie. Mais ils n'ont pas pensé qu'un jour, la fin de toutes choses arriverait. Après sa prédication, la servante de Dieu a lancé un appel et ce sont des milliers de personnes qui ont de manière instantanée donné leur vie au Seigneur. Une paix intérieure avec le Tout-Puissant tant recherchée. Ce sont des temps forts de prière qui ont aussi marqué ce marathon, prière faite par des servants de Dieu et hommes de Dieu présents. Marathon de prière deuxième édition a connu un succès pour la gloire du Tout-Puissant. Et ce sont des participants très bénis qui sont retournés chez eux. Que Dieu vous bénisse. Ce deuxième grand marathon de prière a été marqué par différentes prestations artistiques qui ont apporté une note de gaieté à ce grand moment de communion et de restauration. Suivant ce reportage. Hommes, femmes, jeunes et vieux, ils étaient tous présents au foyer de jeunes de Bingerville pour vivre ce grand moment de restauration dénommé Marathon de prière édition 2016. À l'initiative du couple pastoral Sylviane et Samuel Monté, le Marathon de prière est un événement annuel dont la vision est de créer une plateforme de prière et d'intercession et la restauration totale en cette fin d'année. La première partie de ce moment spécial a été marquée par une louange fervente du groupe musical Hope de la Bénédiction ainsi que la prestation artistique des différents artistes invités. En somme, ce grand événement a été une pleine réussite. Le peuple du centre missionnaire Rehoboth de Cocody-en-Gré a vécu deux événements heureux le samedi 17 décembre 2016. Il s'agissait de la reconnaissance du ministère de son pasteur principal, la révérende Sampa Rosalie, et la dédicace de son tout premier temple en Côte d'Ivoire. Jean Jaurès Tabi et Honorine Adom ont suivi cette cérémonie pour Béni TV. C'est dans une ambiance de réjouissance et de gratitude à Dieu que le peuple du centre missionnaire Rehoboth de Cocody-en-Gré a vécu la double cérémonie de reconnaissance du ministère de son pasteur principal, la révérende Sampa Rosalie, et la dédicace de son tout nouveau temple. Après la louange et les pas de danse conduits par le groupe musical local, l'officiant de reconnaissance, l'apôtre Germain Ndeke, visionnaire du centre missionnaire Rehoboth, venu du Congo-Brazzaville, a enseigné le corps du Christ sur l'importance de la lignée spirituelle. Il dit beaucoup de serviteurs sont aujourd'hui égarés et s'échappent de leur maître.
Et c'est vrai. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont égarés, s'échappent de leur père, quittent la couverture spirituelle de leur père et commencent à travailler. Et je crois que nous avons besoin de rétablir cela. S'échappent, travaillent. Oh, peut-être ici chez vous, tout est en ordre. Mais dans mon pays, il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a que des pasteurs sur Facebook. Lui, est souvent pasteur sur Facebook. C'est ensuite par imposition de la main et des prières de bénédiction que la révérende Sampa Rosalie, soutenue par son époux, a été reconnue dans son ministère pastoral par ses pères spirituels. Le tout marqué par un saut spirituel à travers l'onction d'huile. Revêtue de sa toge, la révérende Sampa Rosalie est désormais établie comme guide sur le peuple du centre missionnaire Rehoboth de Côte d'Ivoire. De son père spirituel, elle a reçu une Bible comme une boussole pour la conduire dans son ministère et un bouquet de fleurs, symbole de la fraîcheur spirituelle qui doit toujours caractériser ce ministère. Pour elle, l'heure est maintenant au travail. Et aujourd'hui, l'onction est mise sur moi. Je ne peux que me mettre au travail aussitôt. Aller vers ceux qui doivent entendre parler de Jésus-Christ. Aller vers ceux qui ont le cœur brisé. Aller vers ceux qui ont soif et faim de la parole. Et donc, c'est tout de suite me mettre au travail. Elle est importante parce qu'elle permet aussi la prise de conscience du ministère, prise de conscience de son onction, et aussi, pas seulement de la personne, mais aussi de tout le peuple de Dieu, des autres serviteurs de Dieu, fait du corps de Christ, la prise de conscience qu'une personne maintenant a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et nous faisons par cette occasion aussi entrer la personne dans son onction. Donc il y a prise de conscience et aussi entrer dans son onction afin qu'elle puisse servir le Seigneur efficacement. Le second volet de la cérémonie a consisté en la dédicace du tout nouveau temple du centre missionnaire Rehoboth, Côte d'Ivoire. Le peuple a prié pour consacrer l'édifice à Dieu avant que la stèle ne soit officiellement découverte. Après ce premier temple, le centre missionnaire Rehoboth entend poursuivre son extension en Côte d'Ivoire. Les 9, 10 et 11 décembre 2016 s'est tenue la 21e édition du Kairos, la grande évangélisation initiée par l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal. Ce Kairos 21e édition avait pour thème « Procréer, multiplier, assujettissez et dominer ». La sphère de la bénédiction à Cocody en Gré a vécu une effervescence particulière à l'occasion de la 21e édition du Kairos, la grande évangélisation initiée par l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal. Placée sous le thème Procréer, multiplier, assujettissez et dominer, tiré de Genèse 1. Le verset 28, ce Kairos 21 s'est étendu sur 3 jours, avec d'éminents orateurs, dont Monseigneur Alexis Touabli, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Le modérateur Abraham Marie, premier responsable et fondateur de l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal, a enseigné le peuple sur le sens à donner à ce thème. La conversion fait de vous des êtres spirituels. La conversion fait de vous des personnes spirituelles pour dominer, pour régner, pour assujettir. Il faut être un être spirituel pour dominer, pour régner. Si tu es charnel, tu ne pourras pas te découler. Selon lui, pour percer le mystère de l'ordre donné par Dieu à l'homme, le chrétien doit quitter les comportements qui le rendent immature. Celui qui a un esprit, il a le souci des autres. Il pense aux autres. Comment ils vont faire? Comment ils vont avancer? Regarde tous ces jeunes. Mais qui va les conseiller? Qui va les orienter? Regarde les jeunes. Ils courent à la dérive. Regarde ces jeunes. Regarde son âge. Mais ils fument. Mais ils se droguent. Mais ils boivent. Il faut toi-même être un modèle avant d'aller dire à quelqu'un, arrête ce que tu fais. Des temps de prière intense et de ministère de délivrance ont mis fin à cette première journée du Kairos 21. Débutons l'actualité africaine avec la CEDEAO qui, lors de son sommet extraordinaire à Abuja, au Nigeria, avec les chefs d'État, se sont penchés sur la situation politique en Gambie. Un communiqué final a annoncé les différentes mesures adoptées pour une transition apaisée conformément aux lois en vigueur.
Abuja, la capitale du Nigeria, a abrité samedi 17 décembre le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest pour statuer sur la situation politique en Gambie, l'un de ses pays membres. La CEDEAO a annoncé plusieurs mesures, notamment son soutien officiel au président élu, Adama Barrow, et la désignation du président nigérian Muhammadu Buhari comme médiateur entre le président sortant Yahya Jammeh et la coalition arrivée au pouvoir le 1er décembre 2016. La CEDEAO continue de mettre la pression en espérant que Jammeh va pouvoir entendre raison, d'où les mesures strictes qui ont été adoptées, notamment la menace qui plane sur lui, sur le fait de l'enlever, qu'il le veuille ou non, y compris peut-être par la force. Tout le monde croise les doigts pour espérer que la situation n'en arrive pas à ce point, parce que le peuple gambien est un peuple éminemment pacifique et il l'a prouvé. C'est le peuple qui, pour la première fois, a fait tomber un dictateur à travers les urnes. Quand Jammeh a fait volte-face, je parie que si c'était dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest, comme par exemple le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, les gens seraient descendus dans la rue. Mais les Gambiens ont adopté une attitude pacifique. La CEDEAO a lancé un appel à Abuja au président Yahya Jammeh pour qu'il accepte le verdict des urnes et s'abstienne de tout acte de nature à compromettre la transition et le transfert pacifique du pouvoir au président élu. Les chefs d'État et de gouvernement ont convenu de maintenir les résultats de l'élection du 1er décembre 2016, mais aussi de garantir la sécurité et la protection du président élu, Adama Barrow. Une attaque pour faire sortir Yahya Jammeh ne serait pas du tout la bonne chose, parce que la Gambie, quoi que Jammeh pense être militairement très puissant, quoi qu'il pense être bien armé ces dernières années, quoi qu'il pense avoir le soutien de certaines tranches de la rébellion casamançaise du MFDC, moi je parie que la force de la CEDEAO n'a absolument rien à voir par rapport à la puissance de feu de Yahya Jammeh. Et ce que les gens également doivent tenir en compte, Jammeh durant tout son règne a fait en sorte de diviser l'armée, a fait en sorte de privilégier l'international au détriment du reste des troupes. Selon le communiqué final, lu à la sortie du sommet extraordinaire d'Abuja, tous les chefs d'État de la CEDEAO assisteront à l'investiture du président élu Adama Barrow, qui doit prêter serment le 19 janvier 2017. La CEDEAO a aussi demandé à l'Union africaine et aux Nations unies d'avaliser les décisions prises ainsi que leur appui aux efforts de médiation, mais aussi toute forme d'assistance technique nécessaire. Les chefs d'État ont invité toutes les parties prenantes à la retenue. Ils ont exhorté les forces de défense et de sécurité gambiennes à exercer leur mandat de façon républicaine et assurer la protection des personnes et des biens. Au Cameroun, suite aux problèmes anglophones qui ont paralysé 2 régions du Cameroun, la classe politique continue de chercher des solutions de sortir de crise. À cet effet, les élus locaux se sont prononcés en faveur de la décentralisation qui, jusqu'à ce jour, n'est pas encore effective. Après la crise anglophone qui a sévi dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, les parlementaires brisent le silence et prennent position. Pour Martin Oyono, député du RDPC, le parti au pouvoir, il existe un réel problème anglophone. Des problèmes qui ont des fondements linguistiques et culturels. Pour l'élu de la nation, des résolutions importantes doivent être prises à l'issue de cette crise, notamment celle de la nécessité d'une vraie décentralisation qui tarde à prendre effet. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il y a à corriger au Cameroun et que nous, les élus, nous devons faire corriger. Vous avez été témoin qu'à l'Assemblée nationale, nous avons donc interpellé le MINAC. On lui a dit que décentralisation, ils ne l'ont pas fait. Après, les avocats ont grévé. Quand même on était en train de parler du code pénal, les avocats avaient dit le problème du texte OHADA. Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre que, comme on l'a dit dans la Constitution tout à l'heure, que lorsqu'on traduit des textes, quand on apporte des textes, il faut les traduire. Du côté de l'opposition, on dresse le même diagnostic. Selon Robert Bapod-Lipot, député de l'Union des populations du Cameroun, les Camerounais d'expression anglaise ont toujours subi le bilinguisme dont se réclame le pays. Aujourd'hui, il est temps de transférer aux Camerounais du Nord-Ouest et du Sud-Ouest les compétences qui leur sont dues selon la loi fondamentale. Nous pensons qu'il faut aller vers la décentralisation parce que même lorsque Ruben Oumiobe parlait de la réunification, au niveau de la tribune des Nations Unies, il avait parlé d'un État décentralisé. Toujours pour résoudre définitivement la question anglophone au Cameroun, les députés recommandent au président de la République de rassurer la communauté anglophone durant son discours de fin d'année et d'envisager une révision de la Constitution, d'autant plus que le vivre ensemble Cameroun vient de prendre un coup.
Dans le nord de Kivu, une région située à l'est de la RDC, l'on assiste à une timide reprise de la culture du cacao, autrefois prospère. Cependant, l'insécurité demeure le principal inconvénient de cette renaissance. Suivons cet élément. Nous ne sommes pas chez un cacao-culteur ivoirien, ghanéen, encore moins camerounais. Nous sommes bel et bien à l'est de la RDC, dans le nord Kivu. Ici, dans le territoire de Béni, la culture du cacao, autrefois prospère, veut renaître. Mais l'insécurité est le principal facteur limitant. On a perdu beaucoup de planteurs, ils sont morts dans cette situation. Mais on a aussi d'autres qui sont vivants, mais qui ont abandonné leurs champs. Et donc, ils sont des réfugiés dans des familles. Et donc, il y a des champs qui sont abandonnés. Et la production, comme aujourd'hui, actuellement, nous sommes dans la saison de production de cacao qui pourrissent dans les champs parce qu'on a peur. Qu'importe, la culture du cacao reprend progressivement dans le nord Kivu. Elle a même déjà supplanté le café, qui était la culture de rente phare de la région. Le prix d'achat du kilogramme oscille entre 1,6 et 2 $ en fonction de la qualité du produit. Des sociétés installées dans la région encouragent les planteurs grâce à une assistance technique et à des prix d'achat compétitifs. Avec le cacao, dit-il, tu peux réussir ta récolte et la vendre sans trop d'efforts. Les recettes me permettent de faire étudier mes enfants, prendre en charge leurs soins médicaux et faire des projets comme celui de construire ma maison. La reprise de la culture est encore timide dans le nord Kivu. Son essor est étroitement lié au bon vouloir des seigneurs de la guerre. Faisons un tour à Madagascar, une mine d'or abandonnée avec des tentes vides et quelques vestiges de la présence chinoise résument toute une histoire locale. Mais après le mécontentement des habitants de la région, la compagnie chinoise responsable de son exploitation a été forcée de quitter les lieux. Abandonnée avec des tentes vides et quelques vestiges de la présence chinoise, cette mine d'or à Madagascar résume une histoire locale troublante. La compagnie chinoise qui l'exploitait depuis des années a plié bagage pour échapper à la colère des populations. La société pense vraiment qu'on est en droit de revendiquer, de rester, mais pour l'apaisement social, on a préféré se retirer. Depuis plusieurs mois, la ville de Sohamaïna, dans le centre de Madagascar, est le théâtre de plusieurs manifestations. Les habitants protestent contre le permis d'exploitation de 40 ans accordé à la compagnie chinoise et qui a eu un impact négatif sur l'agriculture. Le pays n'est pas à vendre, l'amour ne peut pas être acheté par certaines personnes. Madagascar appartient aux Malgaches. La Chine est considérée comme le plus grand partenaire commercial du pays. Aujourd'hui, plus de 800 entreprises et 60 000 citoyens chinois sont installés sur l'île. La désapprobation est à la base du conflit entre Malgaches et Chinois. C'est un problème pour les Chinois qui font des business à l'étranger. Et ils aiment se réunir dans la communauté chinoise. Ils ne connaissent pas les étrangers, ils ne connaissent pas les Malgaches, ils ne savent pas comment les gens locaux ils parlent, comment ils se communiquent ensemble. Donc on reste gueux dans la communauté chinoise. Comme signe de réchauffement des relations brisées, le président malgache a récemment inauguré une route en présence de l'ambassadeur chinois à Madagascar. Mais cela ne suffit pas pour calmer la colère des habitants de Sohamaïna qui s'opposent toujours à la rouverture de la mine d'or. Débutons l'actualité internationale. Le samedi 7 décembre dernier, des milliers d'opposants au gouvernement conservateur polonais se sont mobilisés pour dénoncer la politique du parti droit et justice. Ils reprochent à la majorité parlementaire de voter des textes portant atteinte à la liberté de la presse. La crise politique prend de l'ampleur en Pologne. Plusieurs milliers d'opposants au gouvernement conservateur se sont à nouveau mobilisés ce samedi pour dénoncer la politique du parti droit et justice. Vendredi soir, ils avaient bloqué les leaders du PIS et la première ministre à l'intérieur du Parlement. Pour eux, la majorité parlementaire vote des taxes portant atteinte à la liberté de la presse, au droit de manifestation ou encore
à l'arbitrage du tribunal constitutionnel. Le mouvement de l'opposition visant à susciter des émotions politiques extrêmes n'a rien à voir avec l'état actuel du pays. Il est né de l'impuissance et de la frustration de ceux qui ont perdu le pouvoir. Vendredi soir, en plein blocage, la majorité avait tout de même procédé au vote du budget 2017 dans une salle jouxtant l'hémicycle. Un vote jugé illégal par l'opposition, il a eu pour effet d'amplifier la contestation et les tensions à l'extérieur du Parlement. En Grèce, Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel. L'objectif de cet échange était de calmer les tensions apparues ces derniers jours. Plus de détails dans ce reportage. En déplacement à Berlin, le Premier ministre grec a rencontré la chancelière allemande, l'occasion de calmer les tensions apparues ces derniers jours. Athènes a adopté des mesures en faveur des retraités. En réponse, la zone euro a suspendu ses décisions sur l'allègement de la dette grecque. Notre vision est que la croissance ne touche pas uniquement les statistiques et les chiffres, mais elle soigne aussi les blessures de la crise et aide tous ceux qui ont fait d'énormes efforts au nom de l'Europe et au nom de la stabilité européenne. Ce coup de pouce de Noël du gouvernement grec concerne les petites retraites. Le coût est évalué à 617 millions d'euros. Pour sa part, la chancelière veut voir au-delà de cette polémique. En conclusion, je veux dire que nous n'avons pas toujours eu des discussions faciles, mais toujours sincères et franches, émues par la volonté d'aboutir à des résultats. Plus d'1,5 million de retraités grecs devraient bénéficier de cette mesure du gouvernement. Athènes a aussi décidé de différer la hausse de la TVA sur les îles de la mer Égée. Un mot de sport à présent, plus précisément en Côte d'Ivoire. Serge Aurier, le défenseur des éléphants, a reçu le prix Sport Ivoire du meilleur footballeur ivoirien de l'année 2016 avec 39,49% des suffrages cumulés de la presse sportive nationale de ses internautes. Il dévance ainsi Eric Bailly, Jonathan Kodja, Sylvain Bowo et Jean-Michel Seri. Reportage. Serge Aurier, footballeur ivoirien de l'année 2016. Le défenseur international vient d'être distingué par la presse ivoirienne devant ses coéquipiers Eric Bailly, Jonathan Kodja, Sylvain Gobo et Jean-Michel Seri. Il succède ainsi à Max-Alain Gradel, élu en 2015. Une aubaine pour ce joueur controversé qui a connu plusieurs scandales dans son club, le Paris Saint-Germain. Depuis ses débuts au Racing Club de Lens, en passant par Toulouse jusqu'au Paris Saint-Germain aujourd'hui, on voit que c'est un très très bon joueur, très bon défenseur latéral et qui a fait de très belles prestations aussi bien dans son club qu'en équipe nationale depuis qu'il a rejoint les éléphants. C'est l'un des joueurs les plus performants. Il a été de la campagne en 2015. Il faut signaler aussi que c'est très rare de voir des défenseurs être distingués par ce genre de récompense-là. On voit aujourd'hui que les défenseurs sont de plus en plus appréciés à leur juste valeur. Les performances sportives de Serge Aurier ne sont plus à démontrer. Au poste de latéral droit, formé au Racing Club de Lens, Serge Aurier fait ses débuts en Ligue 1 à seulement 17 ans. Transféré au Paris Saint-Germain en 2014, il a connu des déboires extrasportifs, dont le plus récent est une condamnation par la justice pour insultes, outrages et violences légères envers des policiers. Je ne sais pas si véritablement cette distinction va pouvoir changer quelque chose dans le comportement de Serge Aurier. Après, bien évidemment, on demande à ce que Serge Aurier soit plus professionnel en dehors du terrain, comme il est sur le terrain. C'est vrai que cette année 2016 a été compliquée pour lui, il a connu beaucoup de soucis. Mais concrètement, ça n'a jamais entaché ses prestations sur le terrain. Mais c'est vrai que avec ces distinctions-là, ce qu'on pourrait demander à Serge Aurier, c'est justement de faire preuve de guide pour la jeunesse, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes joueurs qui s'identifient à lui. Cette distinction de meilleur joueur ivoirien de l'année 2016 vient renforcer le palmarès de Serge Aurier. Né le 24 décembre 1992 à Ouaragayo, en Côte d'Ivoire, Serge Aurier a participé à la Coupe du Monde 2014 au Brésil avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. L'année suivante, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Avec le PSG, il a gagné plusieurs titres, dont 2 championnats de France.
Terminons ce journal avec le Real de Madrid qui vient de remporter le 5e titre mondial de son histoire à Yokohama avec 3 coupes intercontinentales et 2 coupes du monde des clubs. Un record de plus pour le club le plus titré de la planète football. Le Real Madrid sur le toit du monde, le 5e titre mondial pour les merengues, un record. Les champions d'Europe ont pourtant dû batailler ferme pour arracher ce trophée face aux surprenants japonais des Kashima Antlers. Tout avait bien commencé pour les hommes de Zidane avec l'ouverture du score de Karim Benzema dès la 9e minute. Mais ce qui devait être une formalité s'est ensuite compliqué avec un doublé de Shibazaki avant et après la pause. 2 buts qui récompensent une équipe asiatique sans complexe. Mais les Japonais, éreintés par le rythme madrilène, ont craqué à l'heure de jeu puis claqué en prolongation, avec comme bourreau l'inévitable Cristiano Ronaldo. Le quadruple Ballon d'Or signe un triplé pour boucler une année 2016, tout simplement parfaite. Et c'est ici que nous refermons ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. À bientôt. Dieu vous bénisse.